Bonjour, depuis quelques mois et grâce au soutien de la région wallonne, on vous incite au travers de différentes séquences à implanter des haies dans votre jardin pour mieux vous isoler bien entendu, mais aussi pour favoriser la biodiversité tout en privilégiant des essences indigènes. Aujourd'hui, pour clôturer ces séquences, nous allons aller à la rencontre de Dominique De Witt. Il est producteur pépiniériste à Siroumousti dans le Brabant wallon et il s'est spécialisé entre autres dans les haies fleuries. Ensuite, nous ferons la connaissance d'Étienne Durieux. Il est maraîcher bio ici à Leernes dans le Hainaut et il m'a fixé rendez-vous au milieu de ses fraisiers. À tout à l'heure. Dominique De Witt, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici au sein de votre pépinière, on va parler un petit peu de sa philosophie, mais tout d'abord c'est une pépinière que vous avez créée il y a combien d'années? Alors cette pépinière on l'a créée en 88, donc on va fêter l'année prochaine notre 30e année. Ah ben ça c'est formidable. Alors on va parler un petit peu de la philosophie de la pépinière parce qu'il y a ici une philosophie particulière. Alors tout à fait, donc ici j'ai créé une pépinière principalement de collection. Alors la collection ce n'est pas pour moi un but en soi, je n'ai pas ce qu'on appelle la collectionnite. Moi, la collection en fait me sert de pouvoir arriver à permettre à tout un chacun de pouvoir avoir l'arbuste suivant la taille et suivant la forme qu'il désire. Donc le but de la collection est vraiment de pouvoir adapter chacune des plantes au jardin qui va l'accueillir par la suite. Ça veut dire que j'ai un petit jardin, j'ai la possibilité ici de trouver des arbres, des arbustes qui ne vont pas grandir de trop, qui vont s'adapter à mon jardin. Voilà, tout à fait. Moi je trouve que la taille est une erreur de plantation, donc il est pour moi important qu'on ne doive pas tailler les arbustes. J'ai l'habitude de dire que les plantes vivent sur la terre depuis 360 millions d'années, on jardine depuis 200 ans et on pense que nos plantes ont absolument besoin de nous. Alors le tout est de trouver la plante qui correspond au jardin et pas une plante qui va devenir beaucoup trop grande et puis qu'on sera obligé de tailler parce qu'effectivement elle va tout envahir. Donc mon but à moi est de pouvoir arriver, par exemple si je prends une plante toute simple qui est le forsythia, le plus grand forsythia qu'on cultive fait 4 mètres, 4 mètres 50 de haut et le plus petit fait 30 cm. Donc ça permet d'avoir vraiment, donc le tout est de choisir la bonne variété, voilà, la bonne variété qui correspond à son jardin et après on n'a plus qu'à s'amuser. Alors justement les variétés, les espèces ici, il y a de quoi faire. Alors on a de quoi s'amuser ici correctement puisqu'on cultive ici au sein même de la pépinière à peu près 3500 espèces différentes. Alors justement, 3700 espèces différentes. Ici, aujourd'hui, je suis chez vous surtout pour parler de haies. Est-ce que cette philosophie de plantes qui s'adaptent à la grandeur du jardin, est-ce qu'on peut justement la transférer aux haies? Bien sûr, en fait, quand on va réaliser une haie, on va demander aux gens quelle est la hauteur de la haie qu'ils désirent. Et on va emboîter, s'il veut avoir une haie régulière, on va emboîter toute une série d'arbustes les uns dans les autres pour pouvoir arriver à former cette haie régulière sans que ces arbustes ne se gênent les uns les autres et sans que la personne ne doive les tailler et qui vont pousser suffisamment vite. Et si les gens veulent avoir une haie qui soit un peu plus paysagée, on va travailler avec des arbustes qui vont être de hauteurs différentes tout en ayant quelque chose qui va vraiment bien les séparer de leurs voisins ou de la rue, etc. Je suppose qu'ici, il y a plusieurs exemples. Et moi, je vous propose d'aller les voir peut-être. Avec grand plaisir. Allons-y, je vous suis. Dominique, nous sommes devant un premier exemple de haies fleuries, des hauteurs différentes et des couleurs différentes aussi. Alors voilà, c'est vraiment ce que moi j'essaye de rechercher, c'est-à-dire de pouvoir arriver à emboîter les arbustes les uns dans les autres. On a des couleurs différentes, on a des périodes de floraison différentes, donc la haie n'est jamais en fleurs d'un coup, mais on a vraiment des fleurs du 1er janvier au 31 décembre. Qu'est-ce qu'on a derrière nous? Alors là, ici, derrière nous, on a un viburnum macrocéphalum var ketteleri, qui est une variété qui va faire un petit 2 mètres de haut. Et puis par la suite, on va pouvoir l'emboîter avec un syringa, par exemple, pinnatifolia, ou bien un syringa reflexa, comme dans ce cas-ci. Et puis après, on peut aller mettre un Photinia boverdiana. Alors, tout le monde connaît les Photinia persistants, mais ici, on est sur un Photinia caduc. Il est très, très joli, vous allez le voir. Et puis, on peut travailler avec une spirée à feuillage jaune. Donc, on peut arriver à emboîter toutes sortes de choses, avoir des grands arbres comme les bouleaux, des liquidambares ou bien éventuellement des tulipiers,
certaines variétés de cerisiers d'ornement aussi, et on peut arriver à tout emboîter les uns dans les autres, suivant la hauteur que les gens veulent avoir. Donc s'ils veulent avoir une petite haie basse, à ce moment-là on prend qu'un étage. S'ils veulent une haie très haute, à ce moment-là on peut prendre 2, 3, 4, 5 étages. Allez, on va aller en voir une qui est peut-être un peu plus petite. Ok, avec plaisir. Dominique, derrière nous, un deuxième exemple de haie fleurie, même si toutes les fleurs ne sont pas encore épanouies, et une haie un peu moins haute. Alors tout à fait, donc on a un exemple ici de haie qui va faire maximum 3 mètres de haut, sur à peu près 1,50 m, 2 mètres de large maximum. Donc ça rentre vraiment dans tous les jardins, même dans un petit jardin, ça ne pose pas de problème. Quelques exemples. Alors, quelques exemples ici. On a le Philadelphus coronarius variegatus, donc qui donne déjà une très belle couleur et puis il va bientôt donner une fleur qui va sentir très très bon. Puis à côté, on a un Cornus racemosa qui va fleurir, une belle floraison blanche. Puis après, plein de petites racèmes, donc plein de des petits fruits qui vont être blancs et puis ce qui va tenir le fruit qui va devenir rouge. Et puis alors, derrière, on a un Stachyrus sellina qui a déjà fini de fleurir puisque là, ce sont tous des petits grelots qui sont au jaune soufre au mois de février. Alors, un bel exemple d'emboîtement et qui permet aux propriétaires d'être isolés, je veux dire, par rapport à un voisin. On voit, hein, tout ça est bien compact finalement. Tout ça est bien compact, on est tout à fait chez soi. Ici, il peut y avoir quelqu'un derrière, on ne le verra pas. Et même, ça fait une haie brise-bruit, aussi de bruit. Le bruit passe beaucoup moins bien dans une haie comme ça que dans une haie classique. Ok. Un troisième exemple ? Avec plaisir. On y va. Dominique, dernier exemple de haie derrière nous, qui tente à prouver que même si elle est plus petite, eh bien, elle remplit tous ses objectifs. Alors tout à fait, ici on a une haie qui fait 1,50 m, 1,75 m, de temps en temps il y en a une qui monte à 2 mètres. Le but était vraiment de pouvoir me séparer de la rue puisque la maison se trouve à peine à 4 mètres de la rue. Donc ici je suis tout à fait séparé, j'ai toute la lumière, donc ça ne me prend aucune lumière. C'est une haie à feuillage persistant et on est tout à fait tranquille, pas d'entretien, pas de taille, on est tranquille. Justement, un dernier petit mot avant de se quitter. On parle de l'entretien. Toutes les haies que vous nous avez montrées, entretien hyper facile. Alors l'entretien, c'est vraiment très facile puisqu'il n'y a pas de taille, il n'y a pratiquement pas de mauvaises herbes qui poussent au pied de la haie. Et c'est vraiment des plantes qui sont toutes simples. Et justement, des plantes toutes simples, des plantes qui sont implantées chez nous depuis très longtemps. Alors tout à fait, puisque la plupart des plantes qui sont présentées et que nous cultivons, ce sont des plantes que j'ai prises dans des arboretums, Camtote, Mace ou bien des arboretums comme Tervuren, qui sont des arboretums qui ont été faits au siècle passé. Donc elles sont implantées depuis plus de 150 ans en Belgique et donc elles sont tout à fait résistantes. Tout à fait, elles sont tout à fait résistantes et c'est vraiment pour le bonheur de chacun. Eh bien Dominique De Witt, merci pour tous avec ces grand plaisir. conseils et je vous souhaite déjà un très heureux 30e anniversaire. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bonjour Étienne Durieux. Bonjour Roland. Alors, vous êtes producteur maraîcher ici à Leernes, à la ferme du Mostitchi. Ça veut dire quoi ça? C'est un endroit mal situé, difficile d'accès au départ, parce que maintenant il y a une belle route. D'accord. Alors, 30 années de production maraîchère et depuis 10 ans, une reconversion en bio. Pourquoi ce choix? C'est un choix personnel au départ, c'est pour protéger la santé de l'agriculteur et de nos enfants, et après pour proposer aux clients un produit tout à fait sain. Alors en tant que maraîcher, vous avez une grande diversité au niveau de vos productions, on le verra tout à l'heure. Ici, cette saison, nous sommes dans un tunnel de fraises. Comment est-ce qu'on produit des fraises bio? C'est plus compliqué, c'est plus long, c'est plus dur? Long, non compliqué, oui, parce qu'au départ, il faut déjà choisir des variétés plus résistantes, donc des variétés qui sortent du circuit conventionnel. Donc ça veut dire que ce sont des variétés qui résistent aux maladies de feuillage, aux maladies des racines. Et voilà, ce sont des variétés qui ont un potentiel de rendement un peu moins élevé, mais qui présentent d'autres aspects. Donc ce sont des plantes positifs. qui se défendent elles-mêmes, mais ça, il faut quand même un peu les aider quand même, non? Oui, on les aide avec l'introduction de parasites qui justement parasitent les insectes présents sur le feuillage, comme les pucerons et les acariens. Par exemple. Et qu'est-ce qu'on vient mettre quoi? Des coccinelles par exemple? Coccinelles ou guêpes. Guêpes
parasites de pucerons D'accord. ou acariens, prédateurs d'acariens qui ne sont pas nuisibles à ce moment-là pour la fraise, quoi. Le nom de cette variété? Syrafine. Une séraphine, Ouais. c'est un beau nom. Ouais, ouais, Alors évidemment, ici on est parmi les fraises. Oui. Il y a des tomates également chez vous, Ouais, ce ouais, tunnel, ouais. on va aller Ouais, les ouais. voir, et puis des Ouais. salades. On va aller faire un Voilà, petit c'est tour, ça, ok? ouais. Nous cultivons plus de 85 espèces différentes de légumes. Eh bien, il y a de Ouais. quoi faire. Ben, en attendant, on va rester dans une serre, mais pas celle-ci, une serre pour amateurs, puisqu'on va retrouver, je vais aller à la rencontre d'Olivier, et avec lui, eh bien, nous allons installer tous les systèmes de protection pour protéger justement ces légumes en été de trop de chaleur et de trop de lumière. À tout de suite. Ah, qui v'là? Voilà. Olivier, Bonjour, bonjour. tu as vu le résultat au bout d'un mois? Ah oui, oui. Regarde, tout pousse bien, mes plantes de tomates, mes salades. Ouais. Par contre, regarde, j'étais en train d'arroser mon poivron. J'ai bien retenu ta leçon, hein. J'arrose le matin. Toujours le matin. Pour qu'il n'y ait pas de condensation. Ouais, tout à fait. Malgré tout, regarde-moi ce plant de poivron, je sais pas, il est en train de flétrir. Ouais, Pourtant, voilà. il y a du fumier, il a reçu de l'engrais organique. C'est quoi? Il a à manger, Oui. il a à boire, Oui, mais on va réguler maintenant les excès de température. c'est vrai qu'il fait chaud. Voilà, une plante, quand il fait trop froid ou quand il fait trop chaud, elle va se mettre en dormance. Oui. Quand il est trop chaud, elle va fermer ses stomates et donc elle va éviter d'évaporer Oui. et donc elle ne va plus pousser. Ah, Voilà, d'accord. donc il faut rester dans une certaine plage. Donc, il y a certaines options qui Voilà, existent pour réguler la température. voilà, il y a différents artifices pour faire baisser Ouais. les températures d'une serre tout simplement, notamment les ouvertures automatiques. Ah, montre-moi Voilà, ça un peu regarde. de plus près. Donc ça, c'est la première option. C'est pas la lucarne quand même. Non, la lucarne, elle y était. Ouais. On a installé une ouverture automatique. Alors, comment fonctionne cette ouverture automatique? Voilà, une ouverture automatique est basée sur le principe d'un liquide qui va se dilater quand il fait chaud et se rétracter quand il fait froid. Et donc, dès qu'il Quand va ça se dilate, ça s'ouvre. ça s'ouvre et le soir, ça se referme. C'est C'est automatique, C'est simple tout comme simplement. bonjour et tout à fait naturel. Magnifique, magnifique. Et ça va permettre à l'air chaud, L'air chaud de s'évacuer. Oui. Il faudrait un appel d'air frais. Oui, et bien donc, sûr. voilà, il faudra laisser ouverte la porte. tout l'été. Voilà, tous les jours, tout ça. Écoute, j'ai des voisins, ils ont quand même pas mal de chats. Alors, je suis quand même entouré de prairies, de campagnes, il y a Ouais. quand même pas mal d'animaux. Voilà. Moi, j'ai quand même peur que ça rentre ici dans la serre. Ça peut quand même faire un petit carnage, non? Oui, oui, voilà. Donc il faudra éviter les intrus de rentrée. Oui. Et donc on applique une porte moustiquaire qui n'est pas faite contre les moustiques ni contre les insectes, mais ça laisse passer l'air et ça empêche les indésirables de rentrer dedans. Dis-moi, serait-ce ta deuxième option? C'est la deuxième option. Voilà. Alors, coupler la porte moustiquaire à ce mécanisme génial qui règle l'ouverture de mes lucarnes, est-ce que ça va être suffisant pour baisser considérablement la chaleur dans ma serre quand il fait très chaud? Non, non, voilà. En été, ça va monter encore plus fort. Ah ouais, ouais, ouais. Et donc on va ajouter des voiles d'ombrage. Ça va être la troisième option. C'est là-bas. C'est là-bas? Allez, on y Voilà. va. Je suppose qu'il s'agit de cela. Voilà. Donc c'est un voile d'ombrage, c'est le Ouais. chapeau de paille de ta serre. Écoute, ça c'est une belle image. C'est vrai que chapeau de paille, moi j'en ai et ça me sert bien en été. Voilà, les vieux savaient pourquoi. Ouais, ouais. Évidemment, ça va empêcher le soleil d'entrer trop Ouais. et ça va laisser l'aération, tout à fait, puisque Ouais, c'est ouais, aéré. ouais. Ça tamise un peu ma lumière. Voilà, ça tamise, ça diffuse la lumière. Ouais. Dis, c'est en quoi ce Voilà, ce voile? c'est de l'aluminium en fait. Hein. Ça va réfléchir la lumière vers le haut D'accord. et donc ça va limiter franchement pas mal la température. On Ouais, peut gagner on peut- ouais, 10 degrés par. Ah, ouais, quand 10 même. degrés, tout à fait. Donc ouais, quand il fait vraiment trop chaud, ok, j'y Voilà. vais, quoi. Ça, voilà. c'est facilement Ça se tire tout installable. simplement. Hop Voilà. là, Tu voilà. le repousses comme tu Dis-moi, veux. et je le laisse Voilà. toute l'année ici, à demeure dans la serre? Voilà, ou donc pas? en été, il va te servir presque tous les jours, évidemment. Par contre, en entre-saison, il peut aussi servir à empêcher le froid de descendre trop dans ta serre. Ah, ça c'est intéressant. Voilà, donc quand la on fait nuit, ces- voilà, la quand on journée, fait- ouais. en été, tu le tires. En début de saison, c'est la nuit que tu vas le fermer directement et tu l'ouvres au matin, en fait. Donc pour les premiers semis en mars ou Voilà, avril, c'est intéressant. parfait, c'est parfait. Dis-moi Olivier, encore une fois, un tout grand merci Ouais. de tous tes conseils. Alors, Voilà. je résume vite. Si Ouais. j'ai bien compris, pour passer un bel été dans ma serre, j'arrose le matin. T'arroses le Ça, matin. c'est important pour Ouais. qu'il n'y ait pas de condensation Voilà. dans ma serre. Les lucarnes, il Je n'y a les rien laisse à faire, faire. c'est magnifique, c'est automatique. Ma porte moustiquaire, je la Ouvert laisse tout le temps, tout que, l'été. que la porte. Oui, tout à fait, voilà, c'est ça. Et mon voile d'ombrage, Voilà. dès qu'il fait trop chaud, Voilà, tu écoute, le j'y tires. vais. Et tu tout sais simplement. quoi? Au mois de septembre, tu viens manger des tomates. On y va pour les tomates. Ok. Allez. Merci Olivier. Étienne, changement de serre,
changement de production, derrière nous, des plants de tomates, Ouais, toujours en culture bio. toujours. Qu'est-ce qui change pour la culture des tomates en bio par rapport à une culture conventionnelle? Ben, le principe de la culture bio, déjà, elle interdit l'hydroponie. Donc on doit absolument travailler en sol. D'accord. Et c'est ça qui donne finalement du goût à la tomate. Exactement, c'est la oui, terre. bah, ouais, parce que la tomate va chercher tous les oligo-éléments, les éléments fertilisants nécessaires dans le sol et qui ne sont pas apportés de façon artificielle, quoi. Beaucoup de variétés différentes de tomates ici. Une douzaine de variétés. Ah oui, comme... Ouais. On va rechercher d'anciennes variétés. Oui, on travaille exclusivement qu'avec des anciennes variétés, justement pour ce facteur goût qu'on a un peu perdu dans les anciennes variétés modernisées qui sont adaptées à une culture plus intensive, qu'on retrouve en grande surface et qui n'ont pas finalement vraiment... n'ont plus de goût. Hein. C'est ça, ouais. La tomate est quand même un légume qui a besoin de beaucoup d'eau. C'est ça, énormément d'eau. Pour le moment, il fait chaud. Il fait chaud, donc tous les jours, c'est 2 à 3 heures d'arrosage. Nous arrosons en goutte à goutte et parfois, en partant de grand soleil comme maintenant, on peut se permettre d'arroser sur le feuillage, mais aux heures chaudes de la journée. Alors, la tomate, elle est sujette à certaines maladies, Oui. entre autres le fameux mildiou. Oui. En culture bio, comment est-ce qu'on fait pour se préserver, se prémunir de cette maladie? Bon, en fait, on a 2 armes. La première, c'est l'arme de prévention. Donc là, on aère au maximum. On plante beaucoup plus espacé que dans les cultures conventionnelles Pour laisser passer l'air. aérer au maximum. Le tout, ça donne jamais à avoir d'humidité stagnante sur les feuilles. Donc le principe de l'aération est très important. Et si jamais le mildiou venait à arriver, comme l'année passée, dans les années plus humides, là, on a la bouillie bordelaise Qui est autorisée en culture bio, D'accord. avec un maximum de matière active par hectare. Voilà. Eh bien, Étienne, on continue notre petite promenade? Certainement. Avant ça, eh bien, on va retrouver Jean-Marie qui est dans ses serres à lui et qui est en train de réaliser ses jardinières d'été. Puis on jettera un petit coup d'œil sur le livre du mois. Il s'agit de Petits jardins actuels. À tout de suite. L'été approche et pour avoir de beaux florissements comme ceux-ci ici, il est très important de respecter quelques règles principales, notamment au niveau du substrat. Pour ces plantes-ci ici, ce sont des plantes d'orangerie, ce sont des plantes qui sont grandes consommatrices d'eau, donc il faudra un terreau qui retient bien l'eau. Par exemple, ici on retrouve du Dipladenia, des cannas, des cosmos, des hélichrysums, du surfinia, du bidens, des sauges d'ornement. Et parallèlement à cela, on trouve d'autres plantes qui sont des plantes dites de culture sèche, comme les géraniums, qui eux devront se ressécher au niveau du substrat entre chaque arrosage pour fleurir abondamment. Alors voici le terreau approprié au géranium. C'est un terreau qui est constitué de différents types de tourbes, d'argile permettant de retenir un minimum d'eau en cas de dessèchement pour toujours alimenter le géranium. Et ce terreau est constitué également d'engrais organiques à libération lente et continue depuis le départ. Et ce terreau est en plus enrichi de poudre d'os qui permettra un bon enracinement des géraniums et une floraison donc continue jusqu'à la fin de la saison. Concernant les plantes d'orangerie, on utilisera un terreau à plus grande capacité de rétention, mais un terreau aussi additionné d'hydrorétenteurs, donc de molécules qui permettront de capter davantage d'eau pour pouvoir alimenter de façon beaucoup plus importante ces plantes extrêmement volubiles. Et ce terreau-ci est valable également pour des grandes plantes de terrasse. Ce terreau donc est constitué de molécules comme celle-ci ici, qui, ces polymères en présence d'eau, vont gonfler pour provoquer des espèces de petites boules de gélatine, comme vous pouvez voir dans le verre, et disposées dans l'eau, ils vont en très peu de temps, lors des arrosages, gonfler et fixer l'eau dans le substrat pour la restituer aux plantes au fur et à mesure de leurs besoins. Et vous verrez qu'en culture, au fur et à mesure des arrosages, que cette eau va se fixer et on pourra même observer à la surface du substrat des petites boules de gélatine se développer de temps en autre en surface. Alors ce substrat permettra d'absorber de beaucoup plus grandes quantités d'eau à la fois et donc d'espacer les arrosages de manière beaucoup plus longue. Vous l'aurez compris donc, pour l'ensemble de nos florissements, nous devrons choisir chaque fois le terreau bien adapté. Pour les plantes à floraison luxuriante, un terreau à grande rétention, et pour les géraniums, un terreau donc contenant une partie d'argile pour permettre aux plantes de se ressécher et de fleurir toute l'année.
Petits jardins actuels, paru chez Ulmer, est un ouvrage abondamment illustré qui va vous aider à concevoir des petits jardins actuels, beaux, plus naturels, esthétiques, faciles à vivre, sans oublier le coin potager et fruitier. À travers l'exemple de nombreux jardins récents et inspirants, Noël Kingsbury partage avec nous son immense expérience de paysagiste en matière de conception et de plantation. Petits jardins actuels contient plus de 450 photos qui seront pour vous autant de sources d'inspiration. Étienne, on a quitté les abords de la ferme, on a fait seulement 2-3 km. On est ici au milieu d'un paysage très ouvert, au centre d'un projet qui vous tient à cœur, qui est tout neuf. Voilà, en fait, c'est un nouveau projet que nous avons élaboré avec le CRA de Jean-Blou, M. Latteur et son équipe. Donc, nous avons ici introduit dans un système ouvert, comme vous l'aviez bien expliqué, un système d'agroforesterie. Donc, c'est quoi ça? C'est un système de production à la fois d'espèces ligneuses et d'espèces légumières. Donc on alterne des arbres fruitiers oui. avec des cultures maraîchères. C'est cela, oui. Quels sont les avantages d'une telle technique? L'avantage est déjà de mailler le paysage qui est un peu monotone. Bon, c'est une lutte contre l'érosion dans des terrains en pente comme ici. Oui. Ça, c'est un avantage. Le deuxième avantage, aussi un aspect visuel parce que ce n'est pas sans être beau. Le deuxième avantage est un avantage agronomique. Donc il va y avoir une interaction qui va jouer entre les arbres et l'espèce légumière. Au niveau de l'apport d'humus via les feuilles, du système racinaire et des auxiliaires de culture. Et donc c'est recréer un système agroécologique. Avec une faune et une flore qui participent à une bonne biodiversité. C'est bien ça, oui. Alors ici on a des arbres fruitiers. Qu'est-ce qu'on a planté exactement? On a planté du pommier, donc toute variété ancienne, et du prunier cette année. Et à nos pieds, qu'est-ce qu'on a comme plante maraîchère? Cette année-ci, nous avons implanté du potiron. Et alors derrière moi, évidemment, il y a une autre bande, mais entre les deux, là quoi, on a de l'engrais vert? C'est une luzernière, donc c'est une plante qui va explorer le sol en profondeur, le fracturer parce que le sol est assez lourd. Hein? Donc voilà, pendant 2-3 ans, on va laisser cette luzernière implantée pour améliorer le sol, pour pouvoir après faire de la culture maraîchère. Eh bien, en voilà un super projet, hein, Étienne. Oui, c'est beau. On va jeter un petit coup d'œil sur notre concours et puis Étienne, on va se retrouver une dernière fois au milieu des salades, si vous voulez bien. Voilà. À tout de suite. Merci. Vous voulez tenter votre chance? Rien de plus simple. Une carte postale ou un mail avec la bonne réponse et le cadeau qui vous ferait plaisir. Nos sponsors et la chance s'occupent du reste. La question, la voici. Donnez-nous un des 3 systèmes présentés dans l'émission qui permet de diminuer la chaleur dans la serre. Ce mois-ci, la firme DCM vous offre plusieurs sacs de Ecoterra, un terreau de qualité à base d'argile et indispensable pour un bon fleurissement de vos géraniums et autres plantes fleuries durant toute la belle saison. Pour vous lancer dans la culture sous serre qui comporte plus d'un avantage, la firme belge ACD, spécialisée dans la fabrication de serres, a le grand plaisir de vous offrir une serre R204 en verre sécurite d'une valeur de 1 399 €. Pour avoir une chance de gagner ce cadeau unique, on vous invite à vous rendre sur le site ACD, dont l'adresse apparaît en ce moment, et de vous inscrire pour participer au tirage au sort qui aura lieu fin juin. Interforum Editis vous propose plusieurs exemplaires de Petits jardins actuels, parus chez Ulmer. Un très beau livre qui vous aidera à concevoir des espaces plus naturels et durables. Et enfin, les éditions Irish vous offrent un abonnement annuel à l'Esprit Jardin, la revue de jardinage qui vous aidera à cultiver votre passion. Étienne, on termine au milieu des salades bio bien entendu. Alors comment est-ce qu'on cultive une salade bio? Eh bien c'est tout simple. Ce sont des plants qui arrivent déjà préformés, sont en cubes de terreau. On repique sur un paillage biodégradable, donc c'est un paillage qui est élaboré à base d'amidon de maïs ou de pommes de terre. Ah oui, on dirait un plastique et en fait c'est tout à fait biodégradable. C'est ça, oui. Donc on l'enterre dans le sol et il est détruit par les micro-organismes du sol, donc il n'est pas détruit par la lumière. L'avantage c'est qu'il y a un bon taux d'humidité qui est maintenu, je suppose. Propreté de la salade, propreté de la culture, taux d'humidité, donc et économie en eau. Parfait. Et combien de variétés? Une dizaine. Une dizaine, avec des salades qui sont à maturité déjà maintenant. À l'extérieur ou même avant, vers le 10 mai. Ouais. Étienne, félicitations. Bon travail, parce que je crois que la saison, on dit qu'elle est chaude, mais elle va être chaude à plus d'un titre. Ouais, exactement. Merci de nous avoir accueillis ici au niveau de tes productions. C'est bien gentil d'être venu. Voilà, c'est ici que nous allons nous quitter. On va se retrouver dès le mois de septembre pour d'autres conseils au jardin. Mais avant ça, eh bien, on se retrouvera en juillet et en août, mais pour une émission spéciale. Mais je ne vous en dis pas plus.
Voilà, à très bientôt et surtout d'ici là, n'hésitez pas, embellissez votre jardin.